Bien, nous allons donc reprendre, si vous le voulez bien. La troisième et dernière table ronde abordera la peste sous l'angle des contextes sociaux et de la conjoncture politique. Nous allons peut-être faire dans l'ordre suivant. D'abord, François Rivière, puisque travaillant sur les statuts des métiers normands 14e, 15e siècle, il s'intègre d'une certaine manière dans une discussion qu'on a déjà eue sur l'activité économique, sur la réglementation et même d'une certaine manière sur cette Normandie qui a été quand même le terrain d'expérimentation de la thèse de Guy Bois dont on parlait. Et puis ensuite, François Oczakowski-Laurence et Cléo Rager pour terminer dans un ordre chronologique, le 14e et le 15e siècle. Donc François Rivière, merci beaucoup, nous t'écoutons. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme tous les autres, j'ai été convié alors que ce n'était pas ma spécialité première, mais j'ai été marqué dans mon parcours justement par Guy Bois, puisque je suis l'élève de son élève qui était Mathieu Arnoux à Paris 7. Et lorsque j'ai commencé mes recherches, j'avoue que j'avais pris d'ailleurs la peste noire comme début, parce que ça me semblait une évidence à la fin de mes études. Alors, je suis revenu sur cette idée-là au cours de mes recherches en voyant l'état des sources. Et puis, évidemment, dans le contexte historiographique, on a vu quelques critiques de Guy Bois. Donc, je renvoie aussi au livre de Boris Bov, dans l'histoire de la France de chez Belin, sur le temps de la guerre de Cent Ans. Il a fait dans son long point historiographique des critiques qui me semblent assez justifiées au côté systémique et systématique de l'approche de Guy Bois, mais il y a certains points qui restent très marquants et que Boris Bov d'ailleurs reprend dans son argumentation dans le reste de son ouvrage. Alors je ne vais pas développer sur la thèse de Guy Bois parce que ça nous emmènerait très loin, et puis n'étant pas spécialiste, il faudrait comparer tout ce qu'a fait Guy Bois sur la démographie médiévale avec les apports qui viennent de nous être présentés en paléoanthropologie, en archéologie funéraire. Et voilà, j'ai pris quelques notes, on pourra en discuter plus tard, mais ce qui m'intéresse moi en tant que spécialiste des métiers, c'était l'idée que dans la dépression, enfin ce que Guy Bois appelait la dépression, en tout cas dans les problèmes des 14e, 15e siècles, les artisans s'en étaient plutôt bien sortis, qu'il y avait une aristocratie des métiers qui profitait de la hausse des salaires urbains, mais qui se serait recroquevillé dans la coquille du régime corporatif avec plus ou moins de succès et en profitant de la baisse des prix agricoles. Donc c'était là que j'ai pu intervenir, puisque mes recherches portaient sur ces formes de régime corporatif. Et donc, je me suis interrogé sur cette crise ou sur cet âge d'or, éventuellement, du régime corporatif au XIVe, XVe siècle. Alors, je suis remonté pour les sources à la fin du XIIIe siècle, puisque c'est là que ça commençait. Et puis, en Normandie, on a quand même un certain nombre de problèmes de sources qui font qu'on n'a pas autant de registres, je m'éloigne de ce micro, on n'a pas autant de registres que dans d'autres cas, et que l'enregistrement commence souvent après la peste noire. Donc, je vais beaucoup vous parler d'une commune qui ne paraît pas centrale, qui est la commune 2, qui est à la frontière entre la Normandie et la Picardie, mais où nous avons un très beau registre urbain qui commence à la fin du XIIIe siècle, comme vous voyez, 1272 pour le début. Et là, je vous présente juste la structure du registre, parce que la structure des sources, il me semble, est une première information sur la conjoncture. Et là, en réalité, on voit déjà un certain nombre de choses apparaître avec ce petit graphique qui montre juste, là, le nombre de pages pour le mandat de chaque maire. Parce que ce livre est structuré ainsi. Au début de chaque mandat de maire, à la Saint-Jean-Baptiste, en juin, on commence à enregistrer ce qui se passe. Et puis, on passe ensuite au mandat suivant, un an après. Et dans un certain nombre de cas, on enregistre quelques actes, et au pire, on enregistre juste une page avec le nom du maire, le nom des échevins, le nom des conseillers, et puis à peu près rien d'autre. Voilà. Sachant que, d'après quand même quelques sources fiscales, et puis les sources du XIIIe siècle qu'on a, qui sont ecclésiastiques, on peut savoir que la ville d'Eu a réellement été touchée par la peste noire. Donc on ne sait pas exactement quand et quoi, c'est toujours la même chose, c'est multifactoriel, mais vers 1240, on compte 1120 feux,
Et quand on est en 1374, là, on n'a plus que 300 feux. Donc même s'il y a un petit coefficient correctif à faire, parce que ce n'est pas le même type de source, on est globalement à 70% de moins. Donc c'est massif. C'est massif et ça se voit, mais ça ne se voit pas de manière aussi nette que ça sur ce registre, parce que ce qu'on voit d'abord sur le registre, c'est qu'il y a plutôt une grosse activité au milieu du siècle autour de l'événement peste noire. Il y a aussi d'ailleurs en fait une grosse activité à la fin du XIIIe siècle, qui n'est pas non plus une bonne période pour eux, parce qu'il y a déjà une guerre franco-anglaise, donc on n'est pas encore dans la guerre de 100 ans, mais il y a déjà des conflits. Le port, l'avant-port 2, c'est le Tréport, c'est déjà brûlé dans les années 1290, et pourtant c'est l'époque où on commence à enregistrer un certain nombre de documents, un certain nombre de délibérations dans ce registre. Voilà, donc un paradoxe qui apparaît, mais où on voit quand même une forme de chute, puisqu'il y a beaucoup d'actes pour 1338. On descend, il y en a quand même beaucoup moins juste avant 1349, et puis on remonte en 1351. On a cette espèce de rebond après la peste qui serait assez classique. Finalement, alors, attendez, je teste, voilà. On a la trace la plus concrète dans cet ouvrage, dans ce registre, c'est le passage de 1348 à 1349, où on voit déjà juste visuellement qu'en 1349, le registre est un peu plus brouillon. Donc il y a toutes ces colonnes, mais alors je vais essayer, voilà. Là, vous voyez qu'il y a quand même des petites ratures, il y a des rajouts, là, ici aussi. Alors ce sont des photos que j'ai prises moi-même, je suis désolé, elles ne sont pas forcément d'une qualité optimale. Et là, vous voyez une petite rayure qui est discrète et qui nous rappelle aussi qu'il ne faut pas faire confiance aux éditions, parce que dans l'édition, cette rayure n'apparaît pas, donc on ne verrait pas que vous avez un échevin qui en fait est sans doute mort, puisqu'il est disparu. Au total, en 1349, on voit qu'il y a 5 échevins qui sont sur 12 qui sont morts, et on en nomme 5 autres pour les remplacer. C'est dit de manière très sobre. Par défaut des 5 qui sont morts, on en a nommé 5 autres, qui sont pris dans le conseil de ville, qui était l'instance un peu en dessous. Dans le conseil de ville, il en est mort 3. Ça, c'est ce qui est rajouté ici. Donc, on les remplace, ces 3-là, par 3 autres. Pour les gardes des métiers, qui sont notés en dessous, on n'a pas autant de détails. Donc là, on a juste des éléments où on va rayer le nom. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire, là, il y a le clerc de ville est mort aussi, c'est indiqué ici. Puis là, on voit la main du deuxième clerc de ville, qui n'est pas la main de celui qui a commencé le registre. Donc, il y a un moment où on voit la rupture clairement dans le registre. Le clerc de ville est mort, et le nouveau, d'ailleurs, était un peu moins doué. Sa mise en page est un peu moins propre. Il y a seulement un garde qui meurt en 1349, dont on peut voir la mort. Si on remonte en 1348, là, en 1348, il n'est pas question de mort chez les échevins, il n'est pas question de mort. Là, vous avez la belle liste du conseil de ville, en haut, vous avez la liste des échevins, vous avez la liste des nouveaux jurés qui sont nombreux, qui arrivent dans la commune. Mais si on regarde bien, là, dans les gardes du pain, là, vous avez une personne qui est morte. C'était aussi une garde des Sarvoises, c'est le même, il est rayé ici aussi. Et vous en avez quelques autres qui sont rayés, mais ce sont en réalité assez peu de gens qui meurent. Donc on ne comprend pas bien comment ça se fait que 70% de la population soit morte sur la longue période, mais qu'en 1348-1349, il y ait des traces qui soient aussi légères. Donc on peut s'intéresser un peu à l'évolution sur la longue durée de cet enregistrement des gardes de métier pour voir, plus spécifiquement, puisque c'était ça mon sujet d'étude, comment les métiers sont organisés. Alors, quand je vous parle de métiers, là, ce ne sont pas du tout des corporations nécessairement. Ce sont juste des professions qui sont réglementées par la commune, qui ont une forme d'organisation, mais qui ne forment pas du tout forcément un corps, et dont l'autonomie, dans le cas de eux en particulier, est extrêmement limitée. Donc ça, ce sont en gros des inspecteurs municipaux choisis parmi les gens de métier pour inspecter les produits qui commencent à être enregistrés à la fin du XIIIe siècle. Et il y a de plus en plus de catégories qui sont réglementées, et on le voit justement qui augmentent au milieu du XIVe siècle, juste avant la crise, au moment où il y a déjà une guerre très intense. Et on voit la chute. La chute n'est pas en 1348-1349, elle est en 1350. D'un coup, il y en a beaucoup moins. Et ensuite, on remonte en 1351. Enfin, en 1350, il n'y a aucun garde qui est enregistré, puisqu'en 1350, on ne connaît que le nom du maire, des échevins et du conseil. Voilà. Mais il y a une continuité du registre. Le registre ne s'arrête pas complètement, il est tenu, on enregistre quand même le nom du maire. On fait comme si de rien n'était, ou quasiment. On ne marque aucune mention qu'il y a une peste, réellement.
par contre, il y a d'autres événements qui sont notés. La guerre, elle apparaît dans un côté chronique urbaine qui est rajouté dans ce registre, mais pas la peste elle-même qui apparaît comme une forme de fatalité. Si on regarde la logique d'enregistrement, donc il y a une logique plutôt politique finalement. En 1338, il y a un début des conflits franco-anglais. On commence à enregistrer des gardes. La peste interrompt brièvement, en tout cas une conséquence de la peste potentiellement en 1350, mais il peut aussi y avoir un autre événement, puisqu'il se trouve que le comte II était aussi un traître, a été soupçonné d'être un traître, et il s'est fait exécuter par Jean le Bon quand il est arrivé au pouvoir. Donc l'année 1350, elle est perturbée, peut-être parce que c'est une conséquence de la peste, peut-être parce qu'il y avait un problème politique grave au même moment, et que c'est la succession qui a causé ce problème. On voit toutefois la récurrence aussi de la peste, si on cherche les signes, puisque en 1362, on voit aussi une mention d'un mort. Donc il y a un des gardes des métiers, je vous montre ici, voilà, qui est noté, et à côté, là, ils n'ont pas juste rayé, ils se sont donné la peine de dire qu'il était mort. On ne sait pas de quoi il est mort, juste qu'il est mort. Et connaissant la chronologie générale de la peste en Normandie, on peut supposer que cette personne est morte de la peste. Donc là, j'en ai profité pour vous montrer cette page 1350, qui n'est pas complètement vide. Vous avez des nouveaux jurés de la commune, mais vous n'avez aucun garde de métier. Et on voit que cette nouvelle main n'est pas très propre. Si vous regardez 1350, là, la scripturalité était perturbée. En 1362, on peut estimer qu'il y a un rebond. Alors, il y a d'autres façons, mais simplement sur le plan scriptural, on a repris la belle mise en page du registre urbain telle qu'elle existait avant la rupture de 1349-1350. Vous voyez à nouveau ces deux colonnes et ces belles listes. Donc il y a cette logique de liste. Si on cherchait plus de logique dans pourquoi on enregistre les gardes, pourquoi on ne les enregistre pas, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de mystères et de facteurs qui nous échappent complètement dans ce qui amène les médiévaux à noter les gardes de métier ou ne pas les noter une année ou l'autre. Il y a des années creuses qu'on ne peut pas expliquer, ou alors on risquerait de tomber dans la surinterprétation. Voilà. J'essaye d'aller relativement vite, mais c'est vrai qu'on se prend au jeu. Donc, quand on commence à chercher la peste, finalement, on la voit, on cherche des explications, on fait des séries et on trouve des choses. Donc, si on regarde le renouvellement des gardes des métiers, on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a un renouvellement à peu près constant. Il y a une rotation de ces gardes des métiers. En fait, il y a certains qui reviennent, mais le renouvellement n'est pas particulièrement marqué en 1349. Donc, je dis qu'il y en avait quelques-uns qui étaient morts. On arrive à 50% de renouvellement en 1349. Mais là, j'ai pris juste les fois où on a 2 années consécutives. Donc on sait qu'ils ne sortent pas de nulle part, on sait qu'ils étaient là ou qu'ils n'étaient pas là l'année précédente. Et finalement, dans le début des années 1340, il y avait déjà un assez fort renouvellement régulièrement des gardes des métiers. Par contre, ce qu'on peut constater là, c'est que si on regarde la tendance dans les années 1350 après la peste, le renouvellement paraît quand même en moyenne plus fort. Donc là encore, on voit finalement que la statistique nous permet de voir une forme d'effet qui pourrait être attribuée à la peste noire ou au contexte de guerre, puisque pendant tout ce temps-là, la guerre de 100 ans, là, cette fois-ci, fait absolument rage à eux et autour d'eux. Les alentours sont brûlés plusieurs fois, le port est brûlé, c'est une catastrophe générale un peu partout. Sur le plan de la réglementation, maintenant, donc les statuts de métier. Alors, là, j'avais fait une autre statistique pour compléter, mais voilà, on va passer parce que j'ai pas un temps démesuré. Sur le plan de l'enregistrement des règlements, là, on voit finalement que la majorité n'ont pas été enregistrés après 1350. Donc ça ne va pas dans le sens de c'est après 1350 qu'il y a une fermeture corporative et qu'on réglemente tout. Non, ça s'est fait plutôt à eux à la fin du XIIIe siècle. Et puis ça s'éparpille et on a juste quelques actes qui reviennent en 1350 et après 1350. Par contre, la nature de ces actes n'est pas neutre du tout. Le premier acte en 1351, au moment où on recommence à enregistrer un peu strictement dans ce registre, c'est le premier essai de pain, c'est-à-dire la première qui est connue pour la Normandie. Alors, évidemment, on en connaît beaucoup ailleurs, c'est-à-dire c'est la première test en présence des boulangers du poids du pain en fonction du prix du pain, le prix du pain étant déjà fixé, et en fonction de tout du prix du blé. Et donc là, on voit qu'il peut y avoir eu un effet économique de la peste qui a désorganisé l'approvisionnement agricole, et auquel on s'adapte en cherchant à réguler l'approvisionnement. Ensuite, il y a une grande ordonnance, à l'échelle de E, où il fait 18 articles, où on récapitule tous les commandements coutumiers de la mairie. Donc on met par écrit ce qui se faisait déjà,
Et parmi ces 18 articles, il y en a 10 qui concernent les métiers, il y en a 3 qui mentionnent justement des gardes de métiers, donc ceux qu'on va enregistrer chaque année, et ceux qui mentionnent des gardes de métiers sont sur le pain, sur la cervoise, donc là on retrouve tout ce qui est lié très aux céréales, et sur le cuir, qui peut aussi avoir un lien avec les matières premières. Il y a aussi un article qui appelle à respecter les heures de travail coutumières. Et donc là, on voit ce grand thème de la réglementation du travail et des conflits de travail qui auraient pu naître après la peste noire. Là, on le voit de manière très indirecte, puisqu'il faut respecter les heures de travail. Et comme dans la plupart des autres ordonnances, en fait, on renvoie surtout aux heures de travail coutumières. Il n'y a pas un changement, c'est juste il faut ne pas changer, ce qui sous-entend qu'il y avait une pression pour les changer. Donc la coïncidence avec la grande ordonnance sur les prix et salaires de Jean Lebon en 1351 paraît frappante. Alors, ce n'est pas du tout la même échelle, là on est vraiment à une échelle très locale, mais il y a un certain nombre de parallèles qu'on pourrait creuser, mais je ne veux pas abuser de mon temps. Après, dans les années 1350, vous avez un acte 1356, et lui aussi porte sur les horaires de travail dans la draperie, en lien avec notamment l'emploi des valets qui doivent être embauchés sur la place d'embauche. Donc là aussi, un écho aux dispositions qui sont prises un peu partout sur les prix et salaires. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a très peu de tarifs précis. On a cette idée parfois que les salaires médiévaux étaient fixés par les autorités et que ce n'était pas dans une économie de marché à ce niveau-là. Là, il n'y a quasiment pas de fixation des prix. Il n'y a pas ce qu'il y a dans l'ordonnance de Jean de Lebon, qui est qu'on ne doit pas dépasser d'un tiers les salaires d'avant la peste noire. Ça, on ne le trouve pas. Par contre, on remarque que les 2 dernières ordonnances sont des tarifs, mais des tarifs pour des professions très spécifiques. En 1361, donc on est au moment où on ne sait pas si vraiment il y a de la peste, mais ça pourrait déjà être la peste qui cause cette réglementation. Il y a un tarif pour les lieurs de foin. On est dans un contexte assez modeste. Et en 1362, on a un tarif des déchargeurs de vin. Les déchargeurs de vin sont aussi parmi les professions qui sont très réglementées, notamment à Paris. Je ne vous ai pas mis tous les textes. Et par contre, là, il faut relativiser, parce que les déchargeurs de vin, leur tarif, il est fixé depuis la fin du XIIIe siècle. Et quand il est fixé, ce n'est pas la peste qui est évoquée. Généralement, le contenu de l'ordonnance suggère que ce sont des problèmes monétaires, des problèmes de conversion, qui sont particulièrement problématiques pour des acteurs qui sont dans un port et qui sont en contact avec des marchands qui leur amènent des monnaies extérieures. Donc, c'est ça qui semble motiver la différence. Et le renouvellement des ordonnances qui sont tout au long du XIVe siècle. Donc, finalement, la cause, ce ne serait pas la peste, ce serait la mutation monétaire qui n'est pas complètement étrangère au dérèglement qui se passe dans les années 1350. Et là aussi, tout ça pourrait s'insérer dans le grand schéma de Guibois, sur lequel je ne reviens pas parce que ce serait compliqué, mais les perturbations monétaires faisaient partie de son analyse systémique. Maintenant, voyons un peu un regard rétrospectif. En 1378, les habitants de Eu demandent une réduction d'impôts au roi de France. Et ils argumentent et ils mentionnent la peste. Donc c'est vraiment la première mention de la peste qu'on a pour eux. Et il n'y a pas de mention précise. Ils disent qu'ils ont un déclin de population qui est dû d'abord à la guerre qui a fait fuir les habitants, et ensuite aux mortalités qui y ont testé au temps passé. C'est assez vague, c'est très général. Si on regarde les autres demandes de réduction d'impôts à la même époque, vraiment dans le même type de registre, on voit que ce n'est pas complètement stéréotypé. Certaines villes mettent d'abord la mortalité, puis la guerre. Généralement, les deux sont liés. D'autres localités mettent juste en avant le poids excessif des impôts qu'ils ont dû payer pour faire des fortifications contre la guerre et n'évoquent pas du tout les mortalités. C'est le cas de Saint-Quentin, à la même époque, 1378. Donc, là, à eux, il s'est passé quelque chose et on voit une espèce de hiérarchisation émique, selon les catégories des acteurs, des facteurs qui ont pu causer une crise, en tout cas une impossibilité de payer les impôts. Donc, ces remarques que j'ai faites sur la structure de la réglementation globalement en Normandie, à eux, peuvent s'élargir à l'échelle de la Normandie. Donc là, je vous ai mis un petit graphique, un gros graphique sur les 65 ordonnances que j'ai réussi à retrouver dans le statut de métier pour le XIVe siècle. Ce n'est pas énorme du tout. Une grande partie vient de Rouen. Là, on voit bien que ça commence fin XIIIe, qu'on a une petite accélération début XIVe. Ce n'est pas exactement les mêmes ordonnances que celles que je vous ai montrées pour eux, parce que là, je n'ai pris en considération que celles qui avaient plus de 2 clauses. Donc finalement, la mise par écrit un peu plus canonique des règles de métier. Là, on voit une accélération dans les années 1350, un peu plus nette,
Et cette accélération, elle est due principalement à l'activité réglementaire de la ville de Rouen dans le domaine des métiers. Et donc là, on pourrait avoir quelque chose qui va dans le sens, beaucoup plus clairement qu'à eux, de Guibois et d'une fermeture corporative qui commence en 1350 et qui s'étendrait dans le cours des années 1350. C'est la thèse classique de l'historiographie locale sur le sujet. Les premiers actes en 1350 concernent des ordonnances de 1349 qui étaient sur un conflit entre deux types de drapiers. Donc là, on va aussi dans le type de fermeture et on fait référence à des règles qui étaient antérieures, qui obligeaient à avoir fait un apprentissage pour devenir maître, etc. Donc on a des choses relativement classiques, mais qui sont seulement réaffirmées à ce moment-là, qui n'apparaissent pas après la peste noire, juste qui commencent à poser problème dû à un changement de rapport de force. Petit indice sur lequel cette journée m'a forcé à m'attarder, le terme chef-d'œuvre apparaît dans les ordonnances de Rouen à partir des années 1350. Mais c'est juste le terme chef-d'œuvre, parce que des redevances qu'il fallait payer pour faire un métier et l'obligation d'avoir fait un apprentissage à Rouen pour pouvoir pratiquer le métier, ça, ce sont des clauses qu'on trouve bien avant. Donc juste, il y aurait une aggravation des pratiques coutumières au moment où on les met par écrit dans les années 1350. Le terme de peste ou de pestilence ou de mortalité ou des tests, voilà, ce genre de terme qu'on pourrait penser, trouver facilement, ne se rencontre que 3 fois dans ces 65 ordonnances que j'ai rassemblées pour le XIVe siècle, donc elles sont vraiment très faibles, mais ces occurrences sont relativement intéressantes. La première occurrence que j'ai date de 1358. C'est une ordonnance qui justement va par contre dans le sens inverse de celui qui a été évoqué par Guibois sur la fermeture corporative. La ville de Rouen, apparemment, était plutôt surpeuplée. Elle est surpeuplée à cause des réfugiés qui viennent à cause des guerres, puisque là, la guerre de Cent Ans fait rage, les Anglo-Navarrais ravagent la campagne, et tout le monde s'est réfugié à Rouen, y compris des bouchers qui veulent continuer à pratiquer leur activité à Rouen, alors qu'ils n'ont pas fait leur apprentissage à Rouen. Le maire de Rouen est tout à fait favorable à cette demande. Et donc, il enfreint les privilèges des bouchers locaux en autorisant ces nouveaux bouchers à s'installer parce qu'il y a besoin de fournir de la viande à tous ces réfugiés, sinon les prix risqueraient d'augmenter. C'est exactement l'argumentation de l'ordonnance. Les bouchers locaux font appel, mais c'est validé par le bailli royal. Et donc là, vraiment, les autorités se coalisent pour forcer la corporation des bouchers a finalement accepté une autre corporation parallèle, on pourrait dire, qui a des privilèges tout à fait similaires. Ce qui est intéressant, c'est l'argumentaire de chacun. Les bouchers de la ville justifient leurs anciens privilèges par les frais qu'ils ont supportés pour fortifier la ville et pour payer leur apprentissage, mais aussi pour payer la location de leur maison. Et encore en 1358, ils estiment que les loyers sont extrêmement chers et, dans une exagération rhétorique, ils estiment qu'ils vont être réduits à la mendicité si on ne les autorise pas à pratiquer leur métier en tant que privilégiés pour garder des prix élevés. Les bouchers extérieurs, eux, disent que si on ne les laisse pas pratiquer leur métier, ils vont être réduits aussi à la mendicité, puisqu'ils viennent d'arriver et qu'ils n'ont pas de quoi nourrir leur famille. Et entre les deux, les autorités tranchent en faveur de ces réfugiés de la guerre de Cent Ans. J'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse. J'ai 2 autres occurrences. Elles sont des années 1370. Et dans les 2 cas, on relie la guerre et la mortalité pour instaurer des règles protégeant un commerce local, notamment avec la location de la qualité. Et l'argumentaire qui est avancé là n'est pas le même qu'à Rouen en 1358, il est plutôt porté sur les impôts. La monarchie cherche dans les années 1370 à maintenir le volume d'impôts proportionnel aux marchandises vendues, et pour garder ce volume d'impôts, ils veulent garder de la population et du commerce local. Donc, mortalité et guerre sont liés par les contemporains, et la fiscalité est liée à la réglementation qui réagit à la situation de cette époque-là, beaucoup plus qu'à la mortalité elle-même, qu'à la peste en tant que souffrance humaine. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Guibois, qui estimait que la société féodale de cette époque-là souffrait d'une crise du prélèvement, puisque le prélèvement ne s'était pas adapté
aux difficultés de la population et que la population avait été usée par la récurrence des épidémies. Donc on a vu un petit peu la récurrence avec la commune 2. On voit que l'argumentaire, en tout cas des acteurs de l'époque, va dans ce sens. On pourrait faire beaucoup d'autres analyses néo-institutionnalistes des stratégies des acteurs pour faire face à cette différence dans la conjoncture. Mais ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que le contrôle des institutions de métier par les autorités laisse en fait peu de marge aux acteurs eux-mêmes, aux associations de métiers telles qu'elles ont été classiquement étudiées, et que dans le cas normand, le souci va être plutôt de s'adapter à une société permettant de prélever l'impôt. Ce qui pose une question, évidemment, c'est que là, on adopte le point de vue des sources et que le dynamisme d'une société ne peut pas se réduire à sa capacité à payer ses impôts. Et je m'arrêterai là pour laisser je passe au débat. Merci beaucoup. Merci François. Merci aussi pour avoir parfaitement joué le jeu dont les règles ont été rappelées par Étienne ce matin ou non, en début d'après-midi, c'est-à-dire effectivement une sorte de revisite de ses recherches sous l'angle de la peste, en se demandant si, d'une certaine manière, le peu de cas qu'on en a fait était le symptôme d'une inattention ou simplement de la réalité des pratiques et de l'enregistrement documentaire. François Tchaikovsky-Laurence, avec toi, on sera toujours sur cette question de l'inscription documentaire dans les registres municipaux à Marseille en 1348-49. Et donc, sans plus tarder, je te cède bien volontiers la parole. Alors, la peste à Marseille, elle est honorée d'une mémoire très active, mais elle concerne essentiellement la dernière peste en date, celle de 1720 à 1722, dont a parlé Fleur Beauvieux tout à l'heure, et qui fait l'objet d'une très belle exposition en ce moment au Musée d'Histoire de Marseille. Et il y a vraiment beaucoup de choses à montrer sur cette épidémie du XVIIIe siècle. Voilà, je vous conseille par exemple l'épouvantable pince à cadavre géante, c'est vraiment... Voilà. Mais... et là, il y a tous les thèmes privilégiés d'une certaine identité de la ville, son statut d'exception vis-à-vis de la France, sa faute initiale, sa résilience, puis sa rédemption, tout y est. Et à l'inverse, pour la mère de toutes les pestes, la noire, celle qui ravagea la ville en 47-48, il y a vraiment très peu à montrer. Comme d'ailleurs, il reste très peu à voir de Marseille médiévale en général. Et pour autant, il n'y a pas rien à dire, du moins c'est ce que je pense et j'espère. Et notamment, la chercheuse canadienne Francine Michaud a déjà beaucoup fait parler les sources notariales en 1348-1350. Elle en a tiré une très belle étude intitulée « La peste, la peur et l'espoir » qui est parue dans la revue Le Moyen-Âge en 98. Il y aura la référence un peu plus loin. Bon, moi, je vais vous parler de la façon dont j'ai traité mes sources et je m'appuierai un peu sur son travail, mais c'est surtout le point de vue de la vie politique et des sources qui lui sont relatives ce sera mon point de vue. Alors, bon, je précise que ces premiers résultats d'enquête se placent dans le cadre plus large d'une recherche que je mène en ce moment sur le gouvernement urbain en temps de crise, et avec un article en préparation sur cette question en particulier, mais vraiment, je remercie les organisateurs de cette journée parce que ça m'a obligé à me poser des questions différentes, notamment celle du temps, donc j'ai essayé de m'y coller. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment exactement ce que tu disais, François, tout à l'heure. La première approche de la peste, ça a été un chou blanc de ma part. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était les crises politiques, et en particulier, en début de doctorat, pour une communauté, la capacité de se débrouiller par elle-même dans des situations précises. Et ce qui est amusant, c'est que le premier choix, il y a beaucoup de documentation politique à Marseille au XIVe siècle, et donc j'ai choisi l'année 1348 pour essayer de trouver des choses, pour que la pêche soit bonne. Et en fait, ça n'a pas tellement marché. D'abord, pour 1348, les premiers mois de l'année 1348, aucune source délibérative n'est conservée. C'est une des nombreuses lacunes du XIVe siècle, donc on ne peut pas en tirer de conclusion. Il y a plus d'années manquantes que d'années... il se trouve que c'est une année manquante aussi.
pour le début de l'année 1348, il y a quelques rares documents épars, quelques chartes qui ne contiennent aucune mention de l'épidémie. Heureusement, pour ma thèse en tout cas, il se passait bien d'autres choses sur le plan politique dans cette année-là. Et surtout de cette frustration liée au contenu explicite quelque peu décevant des délibérations. Ça m'a obligé à prendre une orientation épistémologique différente, une approche des sources inspirée notamment du chercheur italien Paolo Camarosano en Italie, et que c'est une approche que Pierre Chastan en France a mise en œuvre et adaptée pour la documentation municipale de Montpellier. Voilà, alors, un certain nombre d'événements notamment se passent. Alors ça, c'est la référence de l'article de Francine Michaud. Il y a deux événements politiques importants. En janvier 1348, la ville est unifiée, elle était séparée en plusieurs parties, notamment ecclésiastiques, sous la houlette de la ville marchande. Et la reine Jeanne de Naples, puisque Marseille n'est pas française, tout comme la Provence, la reine Jeanne de Naples vient prêter serment à Marseille en janvier 1348. Dans cette même période s'ouvre une guerre des sénéchaux en Provence, un conflit pour savoir qui va diriger au nom de la couronne napolitaine la Provence. Et Marseille se trouve isolée dans ce conflit. Elle est séparée du reste des communautés baronnes du comté et elle est alliée à la reine Jeanne de Naples. Alors, on trouve donc, je vais vous montrer rapidement les graphiques de Francine Michaud, mais on trouve donc des sources notariales et dans les sources délibératives, 3 mentions, qui sont les premières et les seules occurrences de la peste en 1348-49, c'est-à-dire de août 48 à août 49, la durée d'un mandat municipal, c'est-à-dire 3 délibérations sur 373, moins de 1%, au cours de 73 réunions du Conseil, c'est-à-dire 4% des réunions dans lesquelles 4,1 dans lesquelles on mentionne la mortalité, donc c'est-à-dire qu'on consacre peu de temps de réunion à la peste. Cependant, ça n'empêche quand même de voir de reconstituer un peu l'événement et de formuler quelques hypothèses. Tout d'abord, je pense que le 29 janvier 1348, on a un premier cluster politique autour du serment de la reine Jeanne. Le 29 janvier, la souveraine prête serment, je cite les sources, au peuple de Marseille de respecter ses libertés, les genoux fléchis et physiquement présente, en chair et en os, et non pas en présentiel, physiquement présente, les mains sur les saints évangiles, corporellement touchées. La cérémonie, qui est prévue comme telle par les statuts de la ville, consiste en un échange réciproque de serments entre l'assemblée des habitants et la reine. Et tous se jurent mutuellement fidélité sur les évangiles, les statuts de la ville, et aussi les chapitres de paix, bref, des textes fondateurs. Et ce serment public laisse deviner le non-respect des règles nécessaires de distanciation sociale devant un péril qu'il semble ignorer. Dans les sources, il est question c'est de la traduction, c'est en latin normalement, la multitude des gens assemblés sur la place. Et ils sont tellement nombreux et ça dure jusqu'à une heure tardive, que finalement, les membres du Conseil prêtent corporellement serment, c'est-à-dire sans doute 80 personnes prêtent corporellement serment sur les saints évangiles devant la reine, et le reste de la population assemblée, probablement très nombreuse, parce que la reine, on ne la voit pas souvent, c'est d'ailleurs la première fois qu'on la voit à Marseille. Elle règne depuis 1343, elle n'est jamais venue de Naples avant. Donc, il y avait un intérêt important à le faire, et en plus, c'est pour acter l'unification de la ville dont je vous ai parlé, qui a été formulée sur une charte émise le 3 janvier, qui est probablement arrivée en même temps que la reine, et donc, ça, c'est vraiment un événement, pour le coup, c'est un événement politique. Et donc, tout le monde est là, et comme ils sont trop nombreux, ils fléchissent les genoux, et simplement, ils lèvent la main à distance. L'Assemblée lève la main, dans une forme d'assemblée, telle qu'elles étaient à l'origine, le concio italien. Alors, par ailleurs, pour suivre l'idée d'une contagion politique de la maladie, du 3 au 19 février 1348,
se tiennent les États de Provence à Aix. Ils sont documentés notamment grâce à Michel Hébert et son registre des États de Provence. Et on sait qu'il y a non seulement la reine et son entourage qui étaient à Marseille, mais au moins un Marseillais nommé Manuel. Alors, on sait que la peste est arrivée à Marseille, on pense qu'elle est arrivée à l'automne ou au début de l'hiver 1347, par l'arrivée des navires génois, bien connus en provenance de la mer Noire. Donc l'hypothèse, c'est que, alors je ne suis vraiment pas spécialiste de biologie ni de climat, mais il paraîtrait que au plus fort du froid, c'est pas le meilleur moment, et qu'elle ne se serait pas, elle serait restée latente un moment. En revanche, donc, on sait que il y a des données quantitatives que ma collègue Francine Michaud a eu la gentillesse de traiter à ma place. On sait que le nombre de testaments, on connaît un pic très impressionnant, c'est celui qu'on voit ici, là, en bout de frise chronologique. Un pic très important en 1348. On se dépêche de faire son testament quand on sent qu'on est malade. On a 3 jours devant soi. Voilà comment normalement des testaments dans une année normale se concluent, c'est-à-dire comment ils se répartissent entre les mois. Et voici comment ils se répartissent sur l'année 1348. Voilà, il y a vraiment un très net pic de fin janvier à début mai 1348, au point qu'en avril, il y a une mention du fait que le tribunal a dû se déplacer, ne se réunit plus au cimetière des Accoules, parce que là, ils se sentent trop mauvais, et donc ils sont obligés d'aller se réunir ailleurs. Voilà. Donc, par ailleurs, voilà les 3 mentions. Alors, c'est tout petit, je vais vous en lire quelques extraits. Les quelques délibérations dans lesquelles apparaissent les mentions les 3 mentions que je trouve de la peste. Tout d'abord, le 17 septembre 1348. Donc ça fait à peu près un mois que les enregistrements ont repris, ou en tout cas qu'on les conserve. En gras ici. De même, au sujet de la supplication formulée par Ponce Barral, cordonnier, dans laquelle il est contenu, entre autres, qu'il s'était porté garant de la ferme de la collecte de la taxe sur les fours de l'année passée, c'est-à-dire il a acheté la ferme sur cette collecte des fours, l'année passée, durant laquelle les 10 fours cessèrent de cuire les pains en raison de la mortalité des personnes de cette même cité, à cause de quoi il supplia que le conseil lui en remette une certaine partie du prix gracieusement, comme le conseil en jugerait. Et considérant qu'il n'y avait eu ni l'une ni l'autre collecte de ces fours, il plut au dit conseil que 2 sages de ce conseil soient élus, qui enquêtent et aillent voir avec diligence si les supplications faites par le dit Ponce, le cordonnier donc, étaient véridiques, et pour combien de mois le paiement et la collecte avaient été nuls, et ensuite qu'ils en réfèrent au conseil sur ce qu'il conviendrait de faire. Deuxième mention, plusieurs mois plus tard, le 25 janvier 49. Donc c'est la plus longue des délibérations, mais en fait, je l'ai mise en entier et je la tiens à disposition de ceux que ça intéresse, parce qu'elle est cohérente. Elle est cohérente. Il s'agit de la question des salaires. Et là, je rejoins ce que disait tout à l'heure François. Bon, il y a un gros problème de hausse des salaires. Visiblement, la mortalité a permis à un certain nombre de personnes de tenir la dragée haute à leurs employeurs, en particulier aux petits employeurs. Et donc, le salaire des salariés agricoles est fixé, en particulier les salariés agricoles, à un moment où on doit commencer à tailler les vignes. C'est un peu mentionné là, mais on est au moment de la taille de la vigne. Il faut le faire à ce moment-là et pas à un autre. Et visiblement, il y a des tensions sur les salaires. Et donc, comment est-ce que c'est exprimé ? Que chaque cultivateur, tant masculin que féminin, habitué à se louer pour effectuer tout type de travail des champs, soit tenu de venir et doit venir chaque matin et se loue sur les places accoutumées de cette ville,
et accèdent pour faire ce travail ou labour, et pour cultiver aux heures et durées dues, jusqu'à présent accoutumées, avant le temps de la mortalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il s'agit des journaliers, hein, de ceux qui travaillent, ce qu'on appelle ailleurs des brassiers, des manouvriers, ceux qui vendent leur simple force de travail. Et comment dire, c'est ceux-là qui sont en capacité, peut-être des nouveaux arrivants dans la ville, en tout cas, c'est une hypothèse que je formule, qui sont en capacité d'exiger des salaires qu'un certain nombre de propriétaires de terres ne peuvent pas honorer, ou plus exactement, visiblement, il semblerait, je ne vous donne pas le détail, mais que les petits soient prêts à payer, puisqu'ils sont un petit peu pressés par l'urgence des travaux, alors que les gros propriétaires, eux, souhaiteraient qu'on ne cède absolument pas à cette pression-là. Voilà. La troisième mention, on revient sur la collecte des fours. Alors, on est le 7 mai, c'est-à-dire nettement plus tard que le 17 septembre. Enfin, ça a pris beaucoup de temps de faire cette enquête par les sages hommes du Conseil. Il a plu au dit Conseil qu'en raison de la pestilence qui s'est abattue sur Marseille l'an dernier, et dans l'espérance du Très-Haut, et parce qu'il n'y avait alors plus abondance de personnes, au sujet des prix de la collecte des fours, que l'on en remette la 4e part aux fermiers, qu'ils ne soient pas tenus de la payer, dans la mesure où tout le reste impayé soit réglé par eux ou par leurs garants d'ici aux 8 prochains jours. Et s'ils ne le faisaient pas, que ladite grâce ne leur soit plus faite, et que ces fermiers ou leurs garants soient tenus d'en payer intégralement le prix dernier. Bon, c'est un langage un peu le prix entier, pardon. C'est un langage un peu ardu à suivre, mais pour résumer, on accorde un quart de réduction à la collecte de l'impôt aux fermiers, mais il doit payer tout le reste sous 8 jours, sans quoi il devra tout payer. Ce qui est intéressant dans la formulation des termes, on trouve un certain nombre de choses marquantes. Alors, j'ai oublié de le dire pour le précédent. Parmi les attendus, on a pro utilitate rei publicae, pour l'utilité de la chose publique, et et usque ad dicti concili bene placitu et voluntate, c'est-à-dire et selon le bon plaisir et la volonté du Conseil. Et puis, concernant la dernière délibération que je vous ai lue, en raison de la pestilence qui s'est abattue sur Marseille l'an dernier, donc là on a pestilentiam, et il y a une expression à l'ablatif absolu, sustinente altissimo, que je traduis par « dans l'espérance du Très-Haut », mais sustinente avec la dimension d'attente. L'espérance, l'attente, voilà. Ces formulations ont leur importance parce qu'on en trouve très peu. On est dans des sources très, très stéréotypées. C'est très, très rare même qu'on mette des attendus, des décisions. Et d'ailleurs, certains spécialistes des registres de délibération ont dit qu'ils étaient tellement décevants que ce n'étaient même pas des délibérations, mais simplement des registres d'ordonnance. Donc voilà. Là, on a quand même des choses qui sont marquantes par leur rareté. Alors, il n'y avait pas alors abondance de personnes. C'était la première des formulations dont j'ai parlé. Et là, bon, il n'y avait plus abondance de personnes. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est de mémoire, c'est non erat copia personarum. Alors, les fours ont arrêté de fonctionner. On ne cuisait plus le pain. La ville a probablement été désertée par ses habitants. C'est une trace pour le moins discrète, soit d'une perte vraiment très importante des habitants, c'est peut-être à ça qu'il est fait référence, ou aussi d'une fuite des habitants qui a pu être importante, en particulier de la part des notables, des personnes qui étaient possessionnées ailleurs en Provence et qui ont pu, comme on le lit dans Boccace, quitter la ville. Mais il n'empêche... Alors,
il n'y avait pas ces citations. C'est assez différent de ce qu'on retrouve dans la chronique avignonnaise de Henri de Rebdorf. Tant d'hommes moururent de la maladie à Marseille qu'il ne s'y trouvera presque plus personne. On l'a longtemps interprété comme le fait que tout le monde était mort à Marseille. D'ailleurs, il dit que tous les franciscains qu'il n'aime pas tellement sont tous morts sauf un. Bon, en réalité, c'est plus probablement, enfin moi je l'interprète plus comme ce départ temporaire de la ville. Et puis le fait qu'elle se remplit relativement rapidement. Par ailleurs, Francine Michaud nous indique que 1 an et demi plus tard, 1 an et demi après le plus fort de l'épidémie, on prépare le jubilé de 1350 à Rome, on prépare soigneusement devant le notaire des testaments pour le cas où l'on meurt sur le trajet. Mais elle voit dans ces minutieux préparatifs, elle est très convaincante, un symbole de l'espoir et de ce qu'on a plusieurs fois appelé aujourd'hui la résilience des habitants de la ville. Alors, par ailleurs, la documentation politique elle-même, dans sa forme, un peu comme l'a traité juste avant moi François, les registres de délibération, on a vu, n'indiquent pas qu'on délibère à proprement parler sur la peste. Les rares mentions de la peste sont liées aux conséquences de celle-ci, pas à une police de l'épidémie telle qu'on la voit au XVIIIe siècle, une prise en charge sur le plan sanitaire, sur le plan de l'ordre public. Cependant, on remarque un trouble dans les finances. Du fait de l'effet ville morte durant le plus fort de l'épidémie, les rentrées fiscales sont insuffisantes et les fermiers et contribuables, dans le cas qu'on a vu, demandent une exemption au moins partielle, et on a vu aussi que la réponse du gouvernement municipal est parcimonieuse, un quart seulement de la taxe sur les fours est remise. Mais sur tous les plans, en fait, on est en grande nécessité fiscale. Les finances sont très mauvaises et Marseille n'arrive pas, notamment, à payer son approvisionnement en blé, en céréales, qui, en général, lui provient de la vallée du Rhône et d'Avignon, via les marchands avignonnais. Et donc, ils ont des grosses difficultés à ce niveau-là et on est obligé de lever des impôts exceptionnels. Il y a aussi un trouble dans la documentation. Alors, un trouble léger, hein. Les trois extraits dont je vous ai parlé, en fait, se situent tous dans des moments qui viennent rompre la belle régularité de la saisie, de l'enregistrement des délibérations municipales. Vous savez, on tourne les pages et au fur et à mesure, on voit, malheureusement, peut-être ou heureusement, pas une chronique, mais enfin, ça se déroule, c'est chronologique, quoi. Hein, et on enregistre au fur et à mesure. Et ça se trouve. Alors, il peut y avoir des manipulations qui sont des façons de tronquer la source, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, ici, vous voyez, on commence le 28 septembre 1348 à ce feuillet, qui est le feuillet 34. On continue. Et puis, tout d'un coup, on n'est plus le 28 février, on passe, étrangement, au 17 février, ce jour-là où on a pris la première délibération pestilentielle, si j'ose dire. On continue, la voilà, la délibération, d'ailleurs qui est écrite d'une façon relativement régulière, hein. Il n'y a pas de perturbation dans l'écriture de cette délibération-là. On continue, c'est la fin de la séance du 17 septembre avec l'élection. Ici, un certain nombre de personnes, et notamment ces 4 personnes qui sont élues pour enquêter sur la taxe des fours. Et ici, c'est étrange, on est à nouveau revenu le 28 septembre. Alors, c'est tout à fait inhabituel. En fait, on a une séance insérée dans l'autre qui rompt l'ordre chronologique. Je reprends. On est là le 28. Sur cette page-ci, on est le 28. Regardez, un petit trait très discret ici. On a au bas de la feuille ce qu'on appelle un trait de suite. On insère un bifeuillet, c'est-à-dire deux feuillets pliés, enfin un feuillet plié en deux. Et ici, le trait de suite qui dit qu'on continue la séance du 28. Pourquoi a-t-on opéré cette perturbation ? Eh bien, parce qu'on a constitué un petit dossier sur la question dont je vous ai parlé, la question du paiement des blés, parce qu'il y a un certain François Raymond, qui est un marchand avignonnais, qui n'est pas content du tout,
et qui est en train de faire excommunier la ville de Marseille, qui n'arrive pas à lui payer ses blés, puisqu'il est avignonnais, il a des relations à la curie. On termine cette délibération donc du 28 septembre. Voici maintenant la délibération suivante du 25 janvier. Là, on nous voilà le 25 janvier. Alors, ici, c'est plus difficile à... Alors, attendez. J'ai malheureusement inversé l'ordre. Ici, vous avez le premier feuillet, ici, le deuxième, ici, le troisième feuillet de la séance. Et en fait, à cet endroit-ci, on change de main. On change de main, c'est-à-dire c'est un nouveau notaire, celui qu'on appelle au nord de la France un clerc de ville, un nouveau notaire qui prend le calame et qui consigne cette nouvelle délibération sur la question de la peste. Et là, visiblement, il y a eu une urgence à délibérer sur cette question qui est donc le problème des salaires agricoles. En fait, il faut savoir que ces registres sont préparés à l'avance, que la veille, dans une sous-commission, la veille ou le matin même de la réunion, on prépare l'enregistrement, le notaire s'avance, et en fait, c'est une chambre d'enregistrement des décisions qui étaient déjà prévues. Or là, visiblement, un groupe de pression, les gros propriétaires de vignes marseillais, ont demandé et obtenu que soit ajouté d'une autre main, du notaire de ville qui était là à ce moment-là, une nouvelle délibération. Et d'ailleurs, il dit, moi, c'est assez agréable de voir de temps en temps des gens qui s'expriment en leur nom propre. Ego Pontius Columberii, notarius. Moi, Ponce Colombier, le notaire de cette ville, ex scripsi, j'ai écrit ces choses-là. Même effet de perturbation documentaire sur le dernier extrait que je vous ai lu. Là, c'est visible à l'œil nu. Hein, on voit qu'on a ajouté une délibération en urgence sur la question de la collecte des fours. Et là, à nouveau, d'ailleurs, c'est indiqué, toutes les questions fiscales sont indiquées par ce qu'on appelle un pied de mouche, ici une petite indication marginale, pour dire que là, c'est une question fiscale et on rassemble un petit peu les questions de cet ordre-là pour vérifier qu'on a bien recouvré tous les impôts, toute la fiscalité nécessaire pour payer le prix de la levée de l'excommunication, en fait, qui finissent par obtenir, je vous rassure. Alors, donc, la politique, quel rapport entre la politique et le gouvernement de la peste ? Pour moi, cette année, et pas que pour moi, est très politique, essentiellement politique. C'est une année qui voit progresser l'autonomie de gouvernement de l'oligarchie marseillaise de façon considérable. Je vous ai parlé de l'unification de la ville, le fait que le viguier, qui est l'officier de tutelle, en fait, s'efface de plus en plus. La ville parvient même à s'en débarrasser, à le faire remplacer par quelqu'un qui est plus à sa convenance. La ville reprend le contrôle sur les finances de la ville et l'imposition, à la fois sur la fiscalité directe et sur des taxes portuaires, la très rentable table de la mer, c'est-à-dire l'entrée de toutes les marchandises dans le port. Il y a une volonté de retour à la normale sur la question de la fiscalité durant la période ville morte. Une lutte contre les conséquences économiques de la peste, plus que contre l'épidémie elle-même, la hausse des salaires en particulier. Et là encore, on a une volonté de retour à l'ordre antérieur, où les simples manœuvres journaliers ne pouvaient tenir la dragée haute décemment à leurs employeurs. Alors, il y a des mesures sanitaires tout de même sur le long terme, mais justement sur le long terme, qui courent en fait toute la deuxième moitié du XIVe siècle. Des fondations hospitalières municipales qui attirent de plus en plus les dons des particuliers, comme en attestent les legs enregistrés chez les notaires. En particulier, c'est l'hôpital des pauvres du Saint-Esprit, qui est un emblème de la fierté municipale. Le Saint-Esprit, c'était le nom de la confrérie qui a fondé la municipalité de Marseille. C'est aussi le symbole de la réunion, de l'Assemblée. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est ces flamèches au-dessus des têtes qui permettent de parler les langues, de se comprendre, de retrouver l'harmonie. Et c'est en Provence un des symboles, justement, de la vie municipale. Et justement, c'est vers cet hôpital, à la fois que se déplacent les legs et aussi que se déplace le lieu de réunion du conseil de ville pendant cette même période. Il y a aussi un autre hôpital qui se fonde à ce moment-là,
par l'évergétisme d'un riche marchand, Bernard Garnier. C'est l'hôpital Saint-Jacques de Galice. Par ailleurs, on recherche régulièrement des médecins. Mais je le dis, la priorité n'est pas la lutte directe contre l'épidémie. Il y a peu de mesures d'hygiène, d'isolement, de confinement qui seraient décidées en conseil de ville, puis criées en ville. Il y en a peut-être eu, mais en tout cas, on ne les connaît pas. Par contraste, on sait qu'à la fin du XVe siècle, il y a des mesures qui sont prises en raison d'une nouvelle vague épidémique, avec des fermetures de portes, contrôle des viandes, inventaire des biens municipaux pour le cas où on doit les recompter après avoir quitté la ville. Et donc là, on n'est pas dans un fatalisme épidémiologique, si vous voulez. Alors, je pose la question du temps, tempus, et je termine avec ça, le tempus turbulentus, une période de crise. C'est des termes récurrents. Et on est dans un moment d'angoisse sociale et politique. J'ai trouvé une belle citation. Meditato huius tempori circulo, quo angustiae et discordia undique vigent. Considérant, mot à mot, considérant cette période où les tourments et la discorde fleurissent de toutes parts, avec une connotation d'angoisse propre au mot angustier, qui est dérivé de angustare, compressé, opprimé, mais qui est appliqué à une situation politique essentiellement. Tempus turbulentus, ou ses dérivés proches, sont assez fréquents et ils génèrent très souvent dans les délibérations les catégories juridiques de necessitas, voire de scandalum ou d'énormitas, c'est-à-dire de crimes énormes. Une situation, un état d'exception. Et l'ensemble de ces expressions désigne plus ou moins directement une crise matérielle et morale. On retrouve l'une ou l'autre utilisée alternativement toutes les 2 ou 3 séances en moyenne. Et cet aspect psychologique de ce qu'on appelle l'angoisse s'appuie ici sur des éléments concrets, bien matériels. L'approvisionnement alimentaire de la ville et de ses habitants est un souci récurrent, évoqué lors de près d'une séance sur 2, enfin un peu moins, 43,8%. On est dans une crise multiforme, une crise à plusieurs facettes. Bon, moi, ma petite référence, c'est le socio-anthropologue Michel Daubry, qui qualifie ce type de crise de multisectorielle et qui échappe au contrôle, ou en tout cas qui se dérobe au contrôle. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Et c'est dans ce contexte-là que le conseil de ville louvoie. Et cette crise, donc, ne se situe pas seulement sur le plan sanitaire, et là, je rejoins tous les collègues qui en parlaient aujourd'hui. C'est peut-être même l'aspect de la crise sur lequel on délibère le moins. À l'ordre du jour des réunions du conseil de ville, bien avant la peste, viennent les questions de sécurité, de défense militaire de la ville, le conflit provençal, tous ces sujets étant liés à ce qui me semble la première préoccupation, l'approvisionnement. Et pour reprendre l'idée de crise systémique qui a été aussi développée dès ce matin par Benoît Rossignol, je me demande si on ne pourrait pas, dans cette question de temporalité, ça m'est venu là, réhabiliter l'idée de contexte, qui permet aux acteurs et auteurs des interprétations personnelles diverses, parfois trompeuses, à quelques siècles d'écart, surtout quand on ne dispose que de peu d'entre elles. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je me demande, dans la mesure où tu dois prendre un taxi dans 10 minutes, c'est ça ? 20 minutes, je crois. Ouais, enfin, tu dois être dans 20 minutes. Je me demande s'il y a des questions à te poser, s'il ne vaudrait pas mieux les poser maintenant, parce qu'après Chloé, ça risque d'être un peu... Sauf si tu es très pressé ? Non. Oui. Oui, très bien. Je disais les archives judiciaires, oui. Est-ce que ça apporte un autre éclairage, une mise en regard avec, disons, des archives qui sont plus, je ne sais pas comment les qualifier, des archives politiques, mais je ne suis pas très content de ce terme. Bon, enfin, tu comprends la distinction. Voilà. Est-ce que déjà cette mise en regard est possible au niveau documentaire ? Elle est souhaitable. Elle est pour une part encore à faire. J'ai commencé à m'y atteler. Elle a été faite largement par un autre chercheur, donc l'historien américain Dan Smail en particulier, et lui-même n'a pas écrit grand-chose sur la peste.
Moi, la chose que j'ai trouvée, c'est cette référence à la pestilence qui empêche de se réunir. Bon, qui est quand même un fait marquant. Mais j'ai pas de... comment dire, la procédure... Le problème, c'est que il faudrait reprendre une à une toutes les procédures pour voir les interruptions. Et ça, c'est pas encore fait. Voilà. Mais ça, ce serait... Et là, pour le coup, le rythme, la temporalité, il serait... Une autre question de François. Vas-y. J'aurais juste une curiosité aussi. Alors déjà, sur ces formules qui sont présentes toutes les deux délibérations, c'est vraiment typique de juste ces 2 années-là, ou est-ce qu'on peut savoir si c'est une formule qui a pu être employée déjà avant ou après pour éventuellement d'autres crises? Et puis après, l'autre question, ça serait vraiment la curiosité sur comment on sait que ce sont les gros propriétaires qui vraiment voulaient taxer, alors que les petits auraient toléré une augmentation des rémunérations. Et est-ce que c'est juste sur cette délibération-là, ou est-ce que c'est récurrent sur d'autres délibérations potentiellement sur les salaires? Alors, sur ce type d'expression, en fait, elle revient, on les voit revenir sur l'angoisse politique. On la voit revenir notamment dans les années 1380, quand on est dans une situation à nouveau de guerre civile en Provence, pendant le grand schisme d'Occident et la guerre de succession dynastique des Angevins. Et là, à nouveau, on a ce type d'occurrence. Je n'ai pas fait le décompte aussi précis que... Là, le décompte que j'ai fait, c'est de 1348 à 1351. Je n'ai pas fait de décompte aussi précis dans les années 1380, mais ça revient régulièrement. Concernant les propriétaires, alors moi, ce qui me permet de le dire, c'est des déductions. Il y a cette séance-là, il y en a plusieurs autres, où en fait, on met en place une sorte de garde des chemins pour éviter qu'on embauche les journaliers le matin clandestinement ailleurs que sur la place principale où ça doit se faire. Et ceux qui sont chargés de former cette milice économique, si on veut, ce sont des propriétaires vraiment positionnés de façon importante dans le terroir de Marseille. Donc c'est ce qui me permet de faire cette déduction. Et il n'est jamais dit les petits propriétaires ne doivent pas. C'est pas écrit comme ça. Mais l'identité des personnes qui sont désignées commissionnées pour s'occuper de cette tâche-là me semble suffisamment explicite pour le dire, quoi. Voilà. Tu avais une question Non, c'était pour ajouter. En fait, j'avais pas vu que Solal allait poser une question, mais c'était pour ajouter à sa question, puisque j'ai fait référence ce matin à ce que Solal Abélès avait présenté la dernière fois à propos de Florence. Et justement, je trouve que le contraste avec Marseille est particulièrement intéressant, puisque François, comme je le disais ce matin, dans la perspective de Solal, la peste était presque un non-événement politique. Et du coup... on voit bien que dans le cas de Marseille, la question est un peu différente, même si, au fond, il y a tout de même une ténuité des traces, mais c'est déjà un peu différent du cas que tu décrivais, à mon avis. Enfin, en tout cas, je trouve qu'avec Marseille et Florence, on a face à face un beau diptyque documentaire. Alors, cela dit, en vous parlant, je me demande si je ne politise pas à l'excès cette pestilence. C'est-à-dire que tout me paraît terriblement imbriqué, former un ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a il n'y a pas de délibération que je retrouve sur des mesures d'hygiène, de prophylaxie. On n'en trouve pas. Il y a des recherches de médecins plus tard, dans le XIVe siècle, de façon récurrente. Il y a des mesures de propreté, mais qui sont dans les statuts de la ville. Alors parfois, on fait crier qu'il faut à nouveau bien nettoyer devant chez soi, qu'on ne doit pas faire rentrer les porcs dans la ville. Mais bon, c'est pas précisément à ce moment-là. Vas-y. C'est juste une dernière remarque. Je pense à l'article de Robert Braid sur les ordonnances sur les taxes, les prix et salaires. Et notamment, il avait étudié une première ordonnance de 1348 prise par les États de Provence, donc extrêmement précoce, qui est bien avant une réaction monarchique.
et qui semble répondre à une partie des mesures qui sont prises à Marseille, mais donc je l'ai relu là pour l'occasion, et il insistait sur le fait que le fait d'aller sur la place d'embauche n'était pas obligatoire, alors qu'apparemment à Marseille ils insistent beaucoup et ils créent même une police spéciale, ce qui se rapproche finalement des mesures anglaises, enfin de la version la plus coercitive de ce type de mesures. Et ce qui me semble assez étonnant, enfin vraiment, il semble y avoir une spécificité locale. Je voulais savoir ce que tu en penses. Aux travailleurs, aux high farm anglais, Oui. Ouais. En tout cas, bon, voilà, la situation alimentaire de Marseille est très particulière. Hein. Elle a un terroir petit qui, en plus, ne cultive que très peu des denrées vivrières. Elle vend son vin. C'est une culture commerciale. On vend le vin et on l'échange avec d'autres denrées alimentaires. Il n'y a que, à ma connaissance, c'est Louis Stouff qui avait regardé ça, un peu de production de légumineuses et de maraîchage. Mais en fait, le blé, c'est un problème vraiment très très important. Et donc là, ils sont tenus un petit peu à la gorge d'un point de vue alimentaire. Et par ailleurs, donc il faut absolument que la récolte du vin soit bonne. Et donc voilà, il y a peut-être, on peut supposer, voilà, soit des grèves. Bon, alors là, c'est vraiment pas du tout documenté, mais enfin, il y a une pression sur les salaires, c'est certain. Voilà. Merci beaucoup. Cette question, au fond, de la lutte contre la peste comme facteur de développement et d'autonomisation des gouvernements urbains à la fin du Moyen-Âge, Cléo Rager l'a étudié pour les archives municipales et les archives des communautés d'habitants de Troyes, mais plutôt pour le 15e que pour le 14e siècle. C'est pourquoi elle a accepté, je la remercie, de parler à la fin avec beaucoup de patience. Donc, je suis très content de laisser la parole, et donc c'est à toi. Oui. Donc, merci encore pour cette proposition très stimulante. Et en plus, François vient de faire une transition puisqu'il disait qu'à Marseille, il n'avait pas finalement trouvé beaucoup de liens entre les mesures de propreté et notamment celle de mettre les cochons hors de la ville et le lien avec la peste. Et à Troyes, c'est justement ce qu'on voit. Enfin, ce lien-là apparaît. Et je vais finalement partir d'ailleurs de 1349, donc finalement je pars quand même du XIVe siècle, avec donc cette citation d'une charte royale. Donc je vous la lis, elle est un petit peu longue, mais on va commencer par là. Philippe, donc c'est Philippe VI, roi de France, savoir faisons à tous que, comme d'ancienneté ont eu accoutumé de faire ceux à pourceaux, donc sous à cochons, et de les nourrir et engraisser dedans les portes de la ville et cité de Troyes, tant en plusieurs maisons d'église comme en autres, et avec ceux de faire au milieu des rues grandes fosses où choient les fiances et ordures d'édits pourceaux, et pour ceux que à cette cause ladite ville et lieu d'Issel sont moult corrompus, et que la dite corruption est moult périlleuse, mêmement pour cause de la mortalité qui à présent, alors qu'est ça veut dire accourt, parmi les bourgeois et les habitants des dites villes et cités, et à ceux qui y conversent. Nous sommes ici en juillet 1349, et cette mention de la mortalité qui touche les bourgeois et les habitants de la ville est la seule, en fait, qui nous renseigne sur la présence de la peste à Troyes cette année-là, la seule dans les archives municipales. Même si nous ne sommes plus à l'époque des belles heures des foires de Champagne, Troyes reste une ville marchande, un lieu de passage, et se voit touchée, en fait, par les épidémies de peste dès 1348, puis à un rythme irrégulier, mais tout au long des XIVe, XVe, XVIe siècles. Devant ce péril, l'exclusion des cochons hors de la ville, ici décrite, est une mesure classique de lutte contre les épidémies que l'on retrouve dans d'autres villes à la même époque, comme à Paris en 1350. Mais à Troyes, son application ne va pas être si simple. Cette ordonnance royale est de nouveau citée lors d'un procès en 1402 entre le procureur du roi, qui défend toujours cette même mesure, et un certain nombre de particuliers et d'institutions ecclésiastiques qui s'y opposent. En effet, le roi, en prenant cette mesure, légifère sur un domaine dont il ne possède en réalité pas la compétence, puisque les seigneurs qui se partagent le territoire de la ville au Moyen-Âge sont responsables de l'entretien de la chaussée et détiennent le pouvoir judiciaire sur la rue.
Donc, il y a ici un enjeu d'ingérence royale à l'intérieur même des maisons des particuliers, sans qu'aucune contrepartie ne soit proposée aux propriétaires des cochons, donc, parce qu'on veut tuer leurs cochons. En outre, cette mesure ne paraît pas très efficace, puisque des ordonnances réaffirmant la nécessité de mettre les cochons hors de la ville pour contrer les épidémies se retrouvent ensuite tout au long du XVe siècle, encore au début du XVIe siècle. Alors, on peut s'interroger sur des résistances du coup, à l'application de ces mesures, alors même que les vagues épidémiques se succèdent toujours. Alors, c'est ce sur quoi nous allons réfléchir, et nous reviendrons ainsi ici sur les mesures prises contre les épidémies à Troyes. Alors, par épidémie, j'ai regroupé tout ce que j'ai trouvé dans les archives sous le nom de pestilence, éventuellement parfois de mortalité, sans qu'il soit évidemment possible de savoir leur réelle nature. Il ne précisait pas en général le type de maladie précise. Donc, est-ce qu'il s'agit vraiment de la peste ? En 1349, c'est quand même probable. Et donc, le rôle privilégié de ces mesures comme catalyseur des interventions municipales et royales au sein de la ville, comme cela a été étudié par l'historiographie. Élisabeth Carpentier, qui a étudié la ville d'Orvieto, avait déjà signalé que la lutte contre la peste était l'un des facteurs qui avait joué en faveur du développement de l'autonomie et de la responsabilité des gouvernements urbains. C'est cette causalité qui rejoint la question de la construction de l'État moderne évoquée en introduction par Étienne Hanaï, mais qu'on n'a pas encore vraiment abordée aujourd'hui, que je voudrais interroger. Et auparavant, en revenant d'abord sur les traces de la peste présentes dans les archives municipales de Troyes, entre événements et non-événements, ordinaires et extraordinaires. Oui, ça c'était... Ah, mais ce sera pour après. Je vous laisse la petite carte en rose, c'est tous les endroits où il y avait des sous à cochons qu'il fallait éliminer. Donc, comme cela a déjà été dit à de nombreuses reprises, et notamment lors de la précédente journée d'études sur la peste, et aujourd'hui même d'ailleurs, la peste reste très peu documentée dans les sources officielles, contrastant avec le chaos décrit dans certaines sources narratives. Le récent ouvrage de Marc Bonne et de Claire Billen sur les bancs et édits à Tournai durant l'épidémie insiste ainsi sur le fait qu'il ne montre que très discrètement la gravité de l'épidémie sur la scène municipale. C'est le paradoxe documentaire dont Patrick Boucheron nous parlait ce matin en introduction. À Troyes, donc, comme attendu, très peu de mentions nous renseignent sur cet épisode. En élargissant la focale à la Champagne, quelques signes. En 1349, 5 des 12 échevins de Reims décèdent, ce qui désorganise un temps la vie publique. Mais en même temps, si Sylvette Gilbert observe, qui a étudié Châlons en Champagne, observe des ralentissements de l'activité du conseil pendant certaines années de peste, elle dit que cela est dû non à la mort des conseillers, mais au fait qu'ils préfèrent rester souvent chez eux plutôt que de venir au conseil. À Châlons en Champagne, d'ailleurs, où on a des registres de délibérations municipaux qui couvrent de façon continue le XVe siècle, la première mention de peste date de 1455, donc quand même assez tardivement. En étudiant les rôles de taille, on peut davantage prendre la mesure de l'épidémie avec la baisse démographique notable observée à partir de 1348, mais même en réalité avant. À Troyes, on a calculé, c'est des mesures évidemment qui sont à prendre avec beaucoup de pincettes, que la ville devait abriter plus de 10 000 habitants au XIIIe siècle et qu'en 1371, elle n'en compte plus que 9 000. Donc, au lieu de l'augmentation, on a une petite diminution. Et en 1406, on serait passé à 6 000 habitants. Toutefois, il est difficile de voir ici encore le rôle précis de la peste dans cette diminution de population qui peut être aussi imputable à la guerre, aux famines, aux difficultés économiques. Comme le dit en 1445 une lettre de Charles VII qui confirme des privilèges économiques accordés à la ville au motif des difficultés survenues, donc je vous le dis encore une fois, nos subjets ont été moult foulés et grévés par l'entreprise de nos anciens ennemis et adversaires, les Anglais et autres leurs adhérents, comme aussi à cause des mortalités, pestilences, stérilité des temps, cherté des vivres, guerres, passage de gendarmes, et autres charges et inconvénients qui, très longtemps, sont survenus en notre dit royaume et encore naguère en notre ville de Troyes et au pays d'environ, et aussi notre pays de Champagne, et ont été et sont spécialement et principalement dans notre dite ville de Troyes, moult dépopulés et appauvris. Donc ici, on voit la peste est prise dans évidemment toutes ces crises, enfin toutes ces calamités du XVe siècle. Seule une mention dans les archives
nous laisse voir le caractère singulier, extraordinaire du temps de peste. Donc on est en 1465. Vous voyez, le temps passe vite quand on essaye de repérer ces mentions-là. Un receveur des impôts se plaint que l'exercice de sa charge a été compliqué par le temps de pestilence, qui étant plus dangereux que autre temps, à l'occasion de laquelle pestilence il a eu plusieurs pertes, tant d'aucuns imposés aux dièdes qui sont allés de vie à trépassement, comme d'autres qui se sont absentés. Donc ici, on voit que la mention de la maladie apparaît principalement comme un motif de requête pour obtenir des privilèges ou des remises. Et une autre ordonnance, qui est la dernière mention qu'on trouve avant 1470 de la peste, qui vise à limiter la contagion épidémique en 1440. C'est une ordonnance royale qui fait état de la décision de construire une nouvelle boucherie pour éviter les pestilences, mortalités et épidémies, je cite, qui par commune année et bien souvent advenoient en la cité de Troyes, en grande diminution du peuple d'Icelle. Ici, par commune année, bien souvent, on est revenu dans le monde de l'ordinaire. Mais un changement tout de même en 1470, donc là on est vraiment vers la fin du XVe siècle, où les mentions comme les mesures prises contre les épidémies se multiplient dans la documentation. Et là on en a vraiment beaucoup. La lutte contre les épidémies semble alors prendre une nouvelle dimension à Troyes. Les sources donnent alors beaucoup plus de détails sur ces épisodes qui semblent concerner toujours principalement, je cite, les pauvres gens ménagers et gens indigents de la dite ville qui demeurent dans certaines rues bien délimitées. Le traitement des maladies devient un enjeu explicite de l'action des échevins et des officiers royaux, en lien donc avec ces vagues de peste de la fin du XVe siècle, et on en trouve beaucoup de mentions, notamment dans les comptes et les délibérations municipales. Alors, ce sont des mesures assez classiques de lutte contre les épidémies qu'on va retrouver dans d'autres contextes. Alors, il y a des mesures qui concernent les malades, qui doivent être gardés chez eux, qui doivent ou alors partir loin avec femmes et enfants pendant 40 jours. Ce départ d'ailleurs qui peut se faire dans une des deux maisons des champs aux abords de la ville où ils sont regroupés. Alors il y a aussi dans les comptes, il y a énormément d'entrées qui concernent ces maisons des champs parce qu'il faut payer des gens pour aller s'occuper des malades, il faut payer les draps, il faut payer la nourriture, etc. On a des mesures qui concernent l'enterrement des morts, aussi le fait de brûler leurs biens, éventuellement les maisons, le paiement de médecins, aussi rémunérés aux frais de la ville, et avec finalement, au début du XVIe siècle, la nomination d'un agent qui sera spécifiquement dévolu dans la ville à la gestion des épidémies. Voilà, c'est quelque chose de classique et qu'on retrouve alors dans les villes du sud du royaume plutôt au XIVe siècle, dans les villes du nord du royaume de France au XVe siècle. Dans toute cette action, on observe notamment le rôle de Nicolas Mauroy, qui est un marchand, un drapier, qui est receveur de la ville pendant 40 ans, et qui, dans un contexte de peste, en 1497-1498, va aller lui-même, accompagné d'un sergent, ensevelir les corps des malades, mettant en danger de mort, je cite, lui, sa femme, enfants, chambrières et valets, deux desquels valets, durant le dit temps, l'un après l'autre, l'ont délaissé et abandonné pour le danger que chacun jour y soit. Donc on a même quelques acteurs municipaux qui se démarquent dans cette lutte contre l'épidémie. Cette présence de la maladie dans la documentation s'explique en fait par l'installation d'un nouvel organe de gouvernement municipal, un échevinage, formé par Louis XI en 1469, dont les compétences comprennent, contrairement au conseil municipal auquel il succède, le traitement des épidémies. Voilà, donc je vous ai mis cette longue citation que je ne vais peut-être pas entièrement vous lire pour ne pas prendre trop de temps. Peut-être juste la fin, donc, pour que la ville, enfin, quand c'est en gras, pour que la ville soit préservée des infections et corruptions dont procèdent souvent les pestilences à cause des fanges, immondicités et autres matières corrompues que les habitants de la dite ville s'avanceront de jeter et délaisser sur les rues, rivières ou ruisseaux et lieux publics d'Icelleville, par défaut de retrait et lieux propices en leur dite maison, ou de bien entretenir ces dits ruisseaux, nous avons donné et donnons aux dits échevins pouvoir et faculté donc, de pourvoir dans ce domaine-là. On voit ici que la lutte contre les épidémies, et ça va être important ensuite, est vraiment liée à l'entretien des routes et des cours d'eau, que c'est complètement lié. Mais ces mesures
ne sont pas prises sans résistance et sans contestation, même en 1470. En Champagne, d'ailleurs, c'est la même chose. En 1473, les registres de délibération municipaux de Châlons signalent que, je cite, « le peuple est malcontent du cri public sur les fumiers et les pourceaux ». À Troyes, les mesures se succèdent et se ressemblent, mais toujours déplorent le manque d'implication des habitants dans ce domaine. Donc voilà, je vous ai mis ici une citation, et je crois que c'est ma dernière, de 1493, où le roi, je crois que c'est le roi qui prend cette décision, regrette les inconvénients et abus qui chaque jour surviennent et se commettent en préjudice de la chose publique, parce que plusieurs s'efforcent chaque jour de jeter, mettre et tenir dans les rues et ruisseaux de la dite ville et faubourg d'Issel plusieurs fientes, ordures, charognes, punaises, au moyen de quoi donc, cela peut causer infection, pestilence et mortalité en la dite ville. Donc on voit ici les habitants qui n'y mettent pas vraiment du leur. Pourquoi ces résistances des habitants, alors même qu'on est quand même toujours dans des contextes épidémiques? Quels sont les enjeux derrière ces mesures? Pour le comprendre, je propose ici d'élargir l'échelle temporelle envisagée pour l'étude de la peste et de revenir sur les configurations politiques qui sont alors présentes dans la ville, puisque lorsqu'on observe en fait les archives de cette fin du XVe siècle, on voit que toutes ces mesures qui sont prises contre la peste le sont de façon un petit peu spécifique par rapport aux autres mesures, puisque en fait l'échevinage et les officiers royaux ne sont jamais les seuls à décider. Les décisions sont toujours prises en présence d'une assemblée d'habitants, ou au moins de quelques autres habitants extérieurs à l'échevinage. Et lorsque Nicolas Mauroy, donc c'est le receveur qu'on avait vu s'impliquer physiquement dans la gestion des malades, lorsqu'il est rétribué pour avoir bien géré l'épidémie en 1494-1495, il est précisé que c'est, je cite, en tant qu'habitant de la ville de Troyes, et que toutes lesquelles choses ne sont aucunement du fait de la charge de sa dite recette, et quand autre de lui les eût faites, il eût été payé et contenté par Issel-Ville. Même si voilà, le texte dit que si quelqu'un d'autre l'avait fait, il aurait aussi été payé. De même, les médecins qui demandent très régulièrement à être payés ne s'adressent pas directement à l'échevinage, mais le plus souvent en fait à l'Assemblée générale des habitants, une assemblée qui a lieu une fois par an et qui regroupe une partie des chefs de famille et des ecclésiastiques de la ville sans autorité de tutelle. Or, cette pratique des assemblées générales n'est pas une nouveauté, on la trouve à Troyes depuis la fin du XIIIe siècle, et ces assemblées ont un rôle important car elles sont le moment de nomination d'un acteur spécifique dans la ville, le voyer. Alors à Troyes, il porte le joli nom de voyeur, mais c'est la même chose qu'un voyer, donc quelqu'un qui s'occupe de la voirie qui tient un compte qui est rendu lors de cette assemblée. Ce voyer donc, existe à Troyes depuis 1270. Une charte du comte de Champagne avait donné à la communauté d'habitants la compétence sur l'entretien des routes et des cours d'eau. Et pendant cette fin du Moyen-Âge, en fait, les voyers s'occupent de cet entretien. Cette assemblée des habitants gère d'ailleurs aussi une léproserie qui lui fournit des revenus. Donc, de cette manière, en fait, la santé est déjà prise en charge par l'assemblée des habitants, par la communauté urbaine, et non par ses représentants. En 1338, donc 10 ans avant la peste, une sentence du bailliage de Troyes évoquait déjà un dénommé, alors joliment dénommé Jacques le Bocu, amasseur de fientes de la ville de Troyes. Donc on avait déjà un agent en 1338, 10 ans avant la peste, qui était chargé de ramasser les ordures dans la ville. Donc si les mesures prises par les échevins à partir de 1470 sont mal accueillies, c'est parce qu'elles viennent en fait empiéter sur des compétences communautaires détenues par la communauté dans son ensemble depuis le XIIIe siècle. Mais les archives de cette assemblée d'habitants ont évidemment été très peu conservées, au contraire de celles du conseil de ville, puis de l'échevinage, et cela explique donc les très rares mentions des épidémies avant 1470. Cette configuration explique alors aussi les réticences devant l'ordonnance royale de 1349 sur les cochons que je vous ai montré en introduction. Donc, on peut du coup en déduire plusieurs choses. Alors, comme l'ont dit d'ailleurs Claire Billen et Marc Bonne dans leur ouvrage sur Tournai, si nous prenons en compte la mince documentation produite par les assemblées et conservée, en fait, on n'observe pas de réel changement dans les modalités de prise en charge des épidémies depuis le XIIIe siècle. Donc, la peste n'entraîne pas une évolution dans les mesures qui sont prises, qui consistent principalement justement à entretenir les cours d'eau et les routes.
On voit ici l'importance en fait des mesures aussi de prévention qui sont souvent minimisées par des historiens qui se sont beaucoup attachés à la réaction face à la maladie. Et c'est un changement de paradigme sur lequel on a d'ailleurs quelques travaux récents, alors que j'ai notamment cité. Alors j'ai cité l'ouvrage de Claire Billen et Marc Bonne en dernier, et puis j'ai cité les deux autres ouvrages récents sur ce paradigme-là, donc de Carol Rowcliffe et de Guy Gettner, qui s'attachent à montrer en fait dans le temps long ces mesures de prévention et à reconstituer la manière dont les villes entretenaient, surveillaient, nettoyaient, réparaient les routes, ainsi que les puits, les aqueducs, les fontaines, les moulins, etc., avec notamment pour objectif de réduire la propagation des maladies bien avant l'arrivée de la peste. Donc les voyers que l'on trouve à Troyes me paraissent être à rapprocher des maîtres des routes, des viaries de Bologne, qu'on trouve dans beaucoup de villes, d'autres spécialistes de l'infrastructure, voire même des représentants des guildes, des médecins, des militaires, des religieux, qui s'occupaient en fait de la santé communautaire et qui sont bien attestés dans de nombreuses villes, dans les îles britanniques, en Ibérie, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Scandinavie, dans beaucoup d'endroits. Ça peut expliquer peut-être de sa manière cette résilience dont on a parlé tout à l'heure. Carol Rowcliffe, elle, a démontré en étudiant les registres des tribunaux anglais de la fin du Moyen-Âge comment les mesures de salubrité publique n'étaient pas simplement imposées d'en haut, mais qu'en fait les habitants de la ville eux-mêmes étaient concernés, notamment par le manque d'hygiène de leurs voisins, s'en plaignaient, connaissaient les procédures à suivre pour traiter ces problèmes, de manière savaient gérer, la communauté d'habitants savait régler un certain nombre de ces problèmes. Donc, au lieu, du coup, pour conclure, ce qu'on peut voir, c'est qu'au lieu d'envisager la peste noire comme un moment décisif de la mise en place de mesures sanitaires à la fin du Moyen-Âge et comme un catalyseur du développement d'une action municipale ou royale dans les villes à cette époque, avec en ligne de mire la construction de l'État moderne, je voudrais souligner plutôt au contraire les continuités, le temps long dans lequel ces mesures s'inscrivent pour les populations de l'époque. La prise en compte de la santé publique existait bien avant la peste, à une échelle ici communautaire, et il semble en fait que l'épidémie ait tout au plus intensifié les préoccupations existantes, sans que les institutions municipales ou royales aient acquis plus de légitimité en la matière. Et ce qui a changé alors, et c'est ce qu'ont observé d'ailleurs Marc Bonne et Claire Billen à Tournai, c'est la nouvelle donne pour l'échevinage et les officiers royaux troyens qui ont pu se développer et investir des domaines qui n'étaient pas directement de leur ressort, et cela non sans résistance. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.